On pense rarement à ça, mais notre corps est une machine d'une précision incroyable, surtout quand il s'agit de gérer l'eau. C'est un équilibre constant, millimétré. Et derrière tout ça, il y a un chef d'orchestre, une toute petite molécule qui tire toutes les ficelles. C'est d'elle qu'on va parler aujourd'hui. La question c'est comment le corps sait-il quand il doit garder l'eau et quand il doit s'en débarrasser? Qu'est-ce qui lui donne le signal pour retenir chaque goutte précieuse ou au contraire pour ouvrir les vannes? Eh bien tout ça, ça tient à une seule et même chose, les ordres d'une molécule aussi petite que puissante. Et la voici, notre star du jour, l'hormone antidiurétique ou ADH pour les intimes. Imaginez-la un peu comme le grand régulateur, le gardien de l'eau de notre corps. Son job, il est simple, mais absolument crucial. C'est elle qui chuchote au rein. Garde cette eau. Ou, allez, on peut en laisser partir un peu. C'est elle, le boss. Ok, donc on a notre gardien, l'ADH. Mais comment ce gardien sait-il quand il doit agir? Il ne devine pas, bien sûr. Il a besoin d'un signal, d'une information. Et cette information, c'est un mot qui peut paraître un peu technique, mais qui est super important, l'osmolalité. Pensez-y comme le tableau de bord de notre hydratation interne. L'osmolalité plasmatique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est très simple. C'est juste une mesure de la concentration de notre sang. Imaginez un sirop. Si vous mettez très peu d'eau, il est super concentré. Si vous mettez beaucoup d'eau, il est très dilué. C'est pareil pour le sang. Une osmolalité élevée, ça veut dire que le sang est trop concentré, il manque d'eau. Une osmolalité basse, c'est l'inverse. Et c'est exactement ce chiffre qui va faire réagir notre ADH. Bon, jusqu'ici, tout va bien, le système est bien huilé. Mais, que se passe-t-il quand la machine se grippe? Imaginons le pire des scénarios. Le gardien, l'ADH, n'est tout simplement plus là. Il a déserté son poste. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, avec le premier grand dérèglement, le diabète insipide. Et là, le contraste est saisissant. Dans une situation normale, l'ADH est là, vigilante, prête à dire aux reins de fermer les vannes pour économiser l'eau. Mais dans le diabète insipide, il n'y a plus de pilote dans l'avion, personne pour donner l'horreur. Résultat, les vannes restent grandes ouvertes et c'est une véritable fuite d'eau massive et continue. Pour poser un diagnostic, c'est un peu comme mener une enquête. Et les indices sont plutôt clairs. Premier indice, on cherche l'ADH dans le sang et on ne la trouve pas. Elle est indétectable. Deuxième indice, qui est une conséquence directe, comme le corps perd de l'eau sans arrêt, le sang devient super concentré. Troisième et dernier indice, l'urine. Elle est incroyablement diluée, c'est presque de l'eau pure. Tous les éléments concordent, le gardien a bel et bien disparu. Ok, on a vu le cas où le gardien est absent. Maintenant, prenons le problème à l'envers. Et si, au lieu de disparaître, notre gardien devenait complètement paranoïaque? S'il faisait de l'excès de zèle et refusait de laisser passer la moindre goutte d'eau? C'est exactement ce qui se passe dans le cas du SIAD. IADH, ça veut dire syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. C'est vraiment l'image miroir du diabète insipide. Le corps se met à produire beaucoup trop d'ADH ou alors il y devient hypersensible. Le résultat est simple, il retient l'eau. Trop d'eau, beaucoup trop d'eau. Et bien sûr, cette accumulation d'eau n'est pas sans conséquence. Cet excès d'eau va diluer tout le reste dans le sang, et notamment le sodium, qui est vital. C'est ce qu'on appelle l'hyponatrémie. L'eau s'infiltre partout, y compris dans les cellules du cerveau, qui se mettent à gonfler. Et là, les symptômes apparaissent. Ça peut commencer par des maux de tête, de la fatigue, mais ça peut aller jusqu'à la confusion, des convulsions, et dans les cas les plus graves, le coma. Alors comment on est sûr que c'est bien ça? Il y a un test assez parlant pour ça, l'épreuve de surcharge hydrique. Le principe est simple. On fait boire une quantité d'eau bien précise et assez importante. Chez une personne en bonne santé, le corps dirait « Ok, trop d'eau » et l'éliminerait très vite par les urines. Mais dans le SIADH, à cause de l'excès d'ADH, le corps s'accroche à cette eau. Et le plus fou, c'est que même en buvant beaucoup, l'urine qui sort reste concentrée. C'est un vrai paradoxe biologique. Et c'est la signature du SIADH. Voilà, on a les deux extrêmes sur la table. D'un côté, une fuite d'eau géante, de l'autre, une rétention d'eau excessive. Le défi, c'est de pouvoir les différencier avec certitude. Et pour ça, il faut juste savoir lire les bons indices biologiques et les mettre ensemble. Alors, récapitulons. C'est vraiment le moment de tout mettre à plat. Pour les diabètes insipides, c'est simple. Le sang est concentré, l'urine est diluée et l'ADH est aux abonnés absents. Logique. Maintenant, le SIADH. C'est le monde à l'envers. Le sang est dilué, l'urine est concentrée et l'ADH a des niveaux très élevés. Quand on regarde ces trois paramètres, osmolarité du plasma, osmolarité de l'urine et niveau d'ADH, on a toute l'histoire. C'est imparable. D'accord, on sait maintenant comment identifier le problème. Mais la question suivante, c'est pourquoi? Pourquoi ce système qui est normalement si parfait se met-il soudain à dérailler? D'où viennent ces problèmes, en particulier pour le SIADH? Eh bien, les coupables peuvent être multiples. Ça peut venir directement du quartier général, le cerveau lui-même, suite à un traumatisme ou une infection.
Mais parfois, et c'est assez incroyable, le problème vient d'ailleurs. Certains cancers, notamment celui du poumon, peuvent se transformer en petites usines à ADH et en produire de manière totalement anarchique. On parle de production ectopique. Et puis il y a aussi des infections, certains médicaments, ou même, plus rarement, des causes génétiques qui peuvent mettre le bazar dans tout ce système. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'ADH, aussi capitale soit-elle, n'est pas une molécule isolée. Elle fait partie d'une grande famille, d'un réseau hormonal hyper complexe. Et d'ailleurs, elle a une cousine germaine, une hormone qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais dont le rôle est complètement différent et tout aussi fascinant. Cette cousine, c'est l'ocytocine. Structurellement, elles sont quasiment jumelles, mais leurs missions n'ont rien à voir. Si on disait que l'ADH est le gardien de notre équilibre hydrique, de notre corps, alors l'ocytocine, elle, est l'architecte de nos liens sociaux, de nos émotions. Et son champ d'action est immense. Elle est absolument essentielle pour l'accouchement, pour l'allaitement, mais elle va bien au-delà. Elle est impliquée dans l'attachement amoureux, dans le lien si fort entre une mère et son enfant. Elle agit comme un anti-stress naturel, elle joue même un rôle dans la mémoire. C'est vertigineux quand on y pense. Ça nous amène à une dernière réflexion. À quel point ces minuscules messagers chimiques, invisibles et silencieux, dictent-ils nos vies ? De la simple gestion de l'eau dans notre corps jusqu'à nos sentiments les plus profonds.